Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Bah oui, les débats de l'été sur Sud Radio, midi 7. Maxime Trouleau nous a rejoint. Bonjour mon cher Maxime. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous avez votre combinaison d'astronaute. Oui, je suis prêt pour midi et Il va demi. falloir enlever la chemise là et mettre le casque et la combi. Hein. C'est ça, bah on oui, va parce se que rendre dans l'espace. Exactement, on va dans l'espace décollage midi et demi. Oui, Sur Sud Radio. absolument. Alors qu'une des fusées de SpaceX va s'envoler demain mardi avec une première historique, mon cher Benjamin, puisqu'un premier homme non astronaute va se rendre dans l'espace. Et quand je dis espace, c'est vraiment dans le vide sidéral. Et avant l'espace, tout de suite, on se rend en Ukraine avec notre premier invité. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Et oui, du pain français pour la population ukrainienne. C'est l'idée d'un boulanger du Var. Il se rend actuellement en Ukraine pour venir en aide à la population dans ce pays victime de la guerre. Maxime, oui. C'est une aide de la part de ce boulanger en direction de cette population. Oui, une aide à sa manière. Son nom, c'est Loïc Nervy. Il est basé du côté de l'Orgue, dans le Var. Donc, et hier midi, il a décidé de partir à bord de son camion aménagé spécialement pour l'occasion. Bonjour Loïc Nervy. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, vous êtes parti à bord de votre camion du Var. Vous êtes actuellement où précisément? Vous êtes toujours en route vers l'Ukraine? Je suis toujours en route. Là, je suis avec mon oncle Bruno. On est tous les deux en binôme et on est en Slovaquie. En Slovaquie, il nous reste plus que 200 km pour arriver à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Ouais, vous avez fait déjà une bonne partie du trajet, quoi. Ah, ben là, on a fait 1800 km. On a roulé toute la nuit, on s'est pas arrêté. Moteur allumé, et on a continué sans fin, on n'a pas dormi. Alors Loïc Nervy, vous allez où exactement en Ukraine? Alors là, on va arriver à Lviv, où il y a mes organisateurs, enfin, ceux qui ont accepté de m'accompagner, une association humanitaire américaine qui nous attendent sur place, qui s'appelle Hope for Ukraine, Okay. qui vont acheter la farine, tous les ingrédients. Donc on va là-bas, on charge tout, on passe la nuit à Lviv, et demain matin on prend la route pour Soumy. Et c'est là-bas qu'on va travailler pendant 7 jours, pour 7 jours à faire du pain. C'est où exactement, oui, Soumy? C'est au nord de Kiev, vraiment c'est la dernière ville en haut avec la Russie. C'est la zone où les Ukrainiens ont attaqué la Russie et qu'ils ont pris un petit territoire. D'accord. Voilà. Alors Loïc, racontez-nous un petit peu comment cette idée est née. Pourquoi faites-vous ça? À quel moment vous avez l'idée de se dire tiens, on va faire du pain pour la population ukrainienne? Au début de la guerre, en 2022, j'avais mis tous mes fournisseurs à contribution et j'avais fait un geste, j'avais fait déjà un aller-retour jusqu'à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. J'avais amené 3 tonnes de vivres pour les réfugiés. Oui. Et l'année dernière, je me suis dit, pourquoi pas mettre en valeur mon travail, donc faire du pain. Donc j'ai eu la ville de Kherson qui a accepté de me prendre, de m'accepter dans leur ville, et donc j'ai amené sur place un petit four, un petit pétrin, enfin vraiment du petit matériel. Donc j'étais installé dans une petite cuisine sociale à Kherson. Et c'était formidable. Et donc, en rentrant de ce voyage qui était exceptionnel, j'ai dit maintenant je vais me professionnaliser. Donc, je me suis acheté un petit camion, enfin plutôt un grand camion, plutôt de déménagement, et j'ai aménagé entièrement en boulangerie. J'ai acheté une remorque avec un gros générateur pour produire de l'électricité. Et donc là maintenant je suis en totale autonomie, donc je peux faire du pain n'importe où. Donc voilà, c'est un véritable plaisir. Alors comment ça se passe sur place, Loïc? Vous allez à la rencontre directement de la population, vous faites des annonces. Racontez-nous un petit peu comment vous vivez là-bas pendant une semaine. Nous, c'est l'organisateur Hope for Ukraine qui s'occupe d'organiser les déplacements sur place. Donc ils vont nous amener dans différentes communautés, des petits villages vraiment où on peut dire vraiment où ça craint, quoi, où ça craint, où c'est dangereux, mais où vraiment les gens ils sont dans un état, ils vivent vraiment dans un état catastrophique, quoi. Donc ils ont plus d'eau, plus d'électricité, plus rien, et donc nous on apporte notre pain. C'est un minimum, mais ça fait chaud au cœur, quoi. Les gens sont tout contents de nous voir.
Pour se rendre compte un peu, Loïc Nervi, vous faites combien de pain chaque jour? Combien de personnes vous arrivez à nourrir grâce à votre boulangerie itinérante? Ouais, ben là, je peux faire jusqu'à 700 pains par jour. Ah oui. Voilà, 700. Bon, à mon retour de ce voyage, je pourrais en faire 1000 après. Donc, 1000, je vais rajouter, parce que j'ai 2 fours, et j'en ai acheté un 3e, mais j'ai pas eu le temps de le fixer. Donc, j'ai pensé que 2 fours. Mais c'est prévu que je revienne en octobre. Donc, en octobre, je refais un voyage. Donc là, je pourrais faire 1000 pains par jour. Et comment vous financez tout ça? C'est avec, en lien, vous le disiez, avec cette association, parce que j'imagine tout de même faire sud de la France vers l'Ukraine en camion, c'est pas gratuit. Il y a évidemment tous les ingrédients pour faire du pain. Comment vous financez tout ça, Loïc? Alors là, c'est vrai que il y a beaucoup mes clients m'aident beaucoup. J'ai des amis qui m'aident dans mon village de l'Orgue. C'est formidable. Je mets à contribution mes clients qui vraiment c'est du main à la main. Voilà, les gens ils me donnent allez tiens prends 50 € pour l'essence et ça fait que je me débrouille toujours d'avoir pas mal. Bon moi je finance aussi pas mal aussi parce que c'est une véritable passion donc c'est vraiment non j'arrive toujours à trouver le financement et là j'ai trouvé 2 associations donc ces associations américaines et aussi une association polonaise qui m'a suivi en juin dernier quand je suis allé à Kharkiv qui s'appelle Poland Helps qui sont au top niveau donc ils sont sérieux et ça fait que ils me dirigent sur place c'est vraiment extraordinaire. C'est bien d'être géré comme ça sur place quoi par des gens sérieux quoi. Et une fois que vous arrivez sur place, est-ce que vous arrivez un petit peu à discuter avec la population? Et si oui, qu'est-ce qui vous disent de la situation actuelle en Ukraine? La situation, elle est escalée, elle est tendue, elle est tendue. Surtout les dernières à Kherson, là, c'était vraiment tendu, ça l'est toujours. Après, vraiment, il y a des zones comme à Lviv où on y va, où là, c'est plus tranquille déjà. Là, la vie est pratiquement normale. D'accord. Mais après, plus on va sur l'est du pays, plus on voit que le paysage change. Et là, on voit on voit les effets néfastes de la guerre. Alors, vous l'avez dit, après Lviv, vous allez vous rendre un peu plus proche du front. Vous parlez, vous dites là où ça craint. Est-ce qu'il y a une inquiétude, une appréhension à aller dans ce genre de territoire? Est-ce que vous avez peur? Il y a un risque tout de même que vous prenez. Il y a un risque, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des gens qui vivent sur place 24 heures sur 24, donc ils prennent plus de risques que moi, qui vit une fois tous les 6 mois. Donc, quand je vois des pauvres personnes âgées qui pourraient être nos grands-parents vivent, qui arrivent à survivre dans des zones où ils ont ni eau, ni électricité, ni gaz, et que les obus de mortier leur tombent dans le jardin matin, midi et soir, je me dis que moi je suis chanceux. Moi je vais une fois, je dépose mon pain et je m'en vais. Il y a des gens qui vivent avec ça quoi. Qui vivent avec ça, qui vivent dans leur cave, qui vivent dans leur salle de bain pour pas prendre les débits des fenêtres quand elles explosent. Moi j'ai vu des maisons, surtout à Kherson, le monsieur il vivait dans sa cave, c'était vraiment dramatique quoi. Donc il avait une grande maison mais c'était invivable. Donc je me dis que moi je suis que de passage on va dire. Eux ils vivent là tout le temps. Donc oui c'est un risque mais bon qu'est-ce que vous voulez faire ça fait partie de l'aventure quoi. Voilà, moi je suis là pour je suis pas là pour nourrir des gens qui ont pas besoin de moi. Il y en a en Ukraine des gens qui ont pas besoin d'aide. Sur le Lviv, il y a pas besoin d'aide. Mais voilà, il y a des zones autour de Kharkiv ou autour de la Soumy aussi où là les gens ils ont plus rien. Tout dans les petits villages, parce que les grandes villes elles se débrouillent toujours un peu, mais dans les petits villages c'est vraiment catastrophique quoi. Donc non, moi je prends un plaisir fou de faire ça et les gens me rendent bien. Ils sont très surpris de me voir. Ils comprennent pas qu'est-ce que je fous là parce qu'ils disent qu'est-ce qu'un Français fait ça. Alors ils disent Franzouski. Ils sont heureux comme tout. Ils m'embrassent. Ça fait quelque chose quand même. En plus ils nous adorent. Franchement, je dis à tous les Français qui nous écoutent, les Ukrainiens nous adorent. Et il faut pas qu'on leur veuille que les prix augmentent dans les supermarchés. C'est pas de leur faute. Eux, ils souffrent beaucoup et ils nous adorent. Ils adorent la culture française, ils adorent la chanson française, le cinéma français. C'est vraiment quand
quand on ressent ça, ça fait plaisir, quoi. Ouais, forcément, Loïc Nervier, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors que vous êtes en direction de l'Ukraine, boulanger du Var qui va distribuer donc du pain du côté de l'Ukraine. Merci à vous et bon courage pour la suite. À suivre un sujet beaucoup plus léger, j'ai envie de dire, mon cher Maxime. Oui, on va parler du sommeil. Oui, puisque la rentrée officielle, en tout cas la rentrée des classes officielle arrive, c'est lundi prochain déjà. Et déjà, il va falloir remettre les réveils à 7h du matin. Ça pique. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Midi 20 sur Sud Radio, les débats de l'été. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 août. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ceux qui sont partis en vacances, c'est fini. Fini bientôt les grasses maths. C'est déjà le cas pour certains adultes qui ont repris dès aujourd'hui. Oui. Pour les enfants, la rentrée scolaire, c'est dans une semaine tout pile. Forcément, Maxime, on reprend les bonnes vieilles habitudes et on va se coucher tôt. Et oui, et reprendre le rythme, c'est pas souvent très facile. Alors comment faire ? Faut-il y aller progressivement? Combien d'heures de sommeil a-t-on besoin? Plein de questions, on va essayer d'y répondre ce midi, Benjamin. Avec Claire Lecomte qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes professeur émérite de psychologie de l'éducation et spécialiste des rythmes biologiques de l'enfant et de l'adolescent. Je le disais à l'instant, lundi prochain, c'est la rentrée scolaire. J'imagine qu'il ne faut pas attendre ce moment-là pour reprendre le rythme pour les enfants. Je vais vous dire une chose, c'est que moi je dis toujours que c'est à partir du 15 août qu'on devrait le faire. Ah oui, donc faut prendre de l'avance. Bon là il reste encore une semaine, est-ce qu'on peut encore y faire quelque chose? On peut y faire quelque chose, mais c'est vrai que ça va être plus difficile parce que les enfants ont tellement pris d'habitude de se coucher tard que ils vont grogner quand on va leur signifier qu'il faut se coucher à l'heure à laquelle ils se couchent quand ils vont à l'école. Justement, j'allais vous poser la question, Claire Lecomte, comment faire pour inciter ces enfants à reprendre le chemin du lit, pas trop tard, sans trop les contraindre non plus. J'imagine que c'est pas facile, hein. Alors, il faut pas les contraindre, mais en même temps, on peut leur expliquer. Je pense surtout aux enfants à partir de 6-7 ans qui peuvent comprendre ce qu'on leur explique. Et moi, ce que je propose, c'est que si vraiment ils rechignent un petit peu, l'un des deux parents pourrait leur lire une histoire. Ça leur permettrait de prendre plaisir à aller se coucher à ce moment-là, puisqu'il y a un des deux parents qui lirait une histoire et ils pourraient en discuter en même temps, etc. Et ça, c'est important. Alors combien d'heures de sommeil faut-il? J'imagine que cela diffère en fonction de l'âge, en fonction de l'école. J'imagine que il faut plus ou moins d'heures de sommeil pour pouvoir être bien reposé et être prêt pour démarrer la journée scolaire. Oui, bien sûr qu'il faut beaucoup d'heures. Le problème, c'est que dans notre sommeil, il existe des typologies. Et il y a une première typologie qui apparaît très tôt chez les enfants. Elle apparaît entre 1 an et demi et 2 ans. C'est la typologie qui fait que les enfants sont soit petits dormeurs, moyens dormeurs ou gros dormeurs. Et ça leur restera toute leur vie. Donc, les petits dormeurs, ils ont besoin d'environ 8 heures de sommeil, mais les gros dormeurs peuvent avoir besoin de 10 heures de sommeil. La question peut paraître bête, mais comment sait-on à cet âge-là que notre enfant, notre fils, notre fille est un petit, moyen ou grand dormeur? Alors on le sait par rapport... quand il a des nuits normales et qu'il se réveille tout seul, on peut le savoir. D'accord, donc fait, c'est en grandissant avec l'expérience qu'on se rend compte de savoir à quel moment faut coucher son enfant, quoi. Alors, coucher son enfant, c'est encore plus facile que ça, parce que, j'ai fait beaucoup de conférences et j'ai eu beaucoup de parents. Et en fait, dès 6-7 ans, les enfants sont capables de dire dans la soirée, après le repas, qu'ils ont un coup de froid. Et ce coup de froid, on ne doit pas leur donner un pull ou une couverture, on doit leur dire c'est l'heure d'aller dormir. Parce que la température est en train de baisser dans le cerveau, ce qui veut dire qu'elle prépare l'endormissement. Et quels sont les risques, les conséquences d'un manque de sommeil, notamment chez les plus jeunes? Est-ce que ça peut avoir des conséquences, notamment tout au long de l'année? Et à quel moment faut-il s'inquiéter, justement? Alors, ça peut avoir des conséquences parce que le matin, on va devoir les réveiller, forcément, puisqu'ils se sont endormis plus tard que la normale. Et en fait, le matin, ils ne sont pas disponibles pour les apprentissages. Est-ce que Donc, ça a effectivement des effets parce que ça peut durer très longtemps.
Et j'ai pas mal de parents qui m'ont dit on n'a jamais pensé à ça et maintenant on va y penser et on va leur dire que ça veut dire qu'il faut aller dormir parce qu'on va s'endormir rapidement. Est-ce que c'est difficile de rattraper le retard quand dès le début de l'année, on habitue son enfant malheureusement à se coucher trop tard? Est-ce que psychologiquement, j'imagine pour les plus jeunes, c'est difficile de se dire que derrière il va falloir que je me couche par exemple à 20h30, 21h pour ceux qui doivent se coucher très tôt? Ça n'est pas difficile si on lui explique. Moi, j'ai travaillé avec des maternelles et je leur ai expliqué comment fonctionne leur rythme biologique. Alors évidemment, j'utilise des termes spécifiques pour les enfants de maternelle, mais je me suis rendu compte qu'ils comprenaient tout à fait ce que je leur expliquais et les parents se plaignaient parce que le midi, ils faisaient le cours à leurs parents. Ils leur expliquaient des tas de choses parce qu'ils avaient bien compris ce que je leur expliquais. Donc si on leur explique pourquoi ils doivent se coucher à cette heure-là, ils sont tout à fait capables de comprendre. Et dès 4 ans, 4 ans et demi, ils sont capables de comprendre. Avant ça, les petits ils se couchent normalement, généralement. Oui, ils tombent de fatigue. Ils tombent de fatigue. Surtout à partir de 4 ans et demi, que c'est important de leur expliquer pourquoi on le fait. Et je vais vous dire une chose qui va déplaire aux parents, c'est qu'il faudrait que tous les jours de la semaine, ils se couchent à la même heure. Tous les jours. Le fameux cycle de sommeil. On ne profite pas du week-end pour les coucher plus tard sous prétexte que le matin ils pourront rester au lit alors qu'en fait ils vont être réveillés de toute façon à la même heure que d'habitude. Donc finalement il faut garder les bonnes habitudes même le week-end, même si on peut faire exception peut-être pendant les vacances. Claire Lecomte. Alors pendant les vacances longues on peut faire des changements. Sur les courtes vacances de l'année, je pense pas qu'il faille le faire parce que le temps qu'ils se mettent à prendre de nouvelles options, ça va être après à l'école que ce sera compliqué. Donc surtout pendant les grandes vacances, on peut changer. Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une étude britannique qui a été faite sur beaucoup d'enfants. Ils ont suivi pendant des années des enfants à 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et à l'âge de 5 ans, ils se sont aperçus que les enfants qui, dès 3 ans, allaient se coucher tard le week-end, etc., étaient beaucoup plus distractibles que les autres enfants. Donc, ils ont proposé à des familles de remettre une régularité dans les heures de sommeil. Et à 7 ans, ils se sont rendus compte que ces familles qui avaient accepté de remettre la régularité, les enfants n'étaient plus distractibles du tout. Merci pour tous ces conseils, Claire Lecomte. Je rappelle que vous êtes professeure émérite de psychologie de l'éducation, spécialiste des rythmes biologiques de l'enfant et de l'adolescent. Il y a du travail encore à faire pour justement respecter aussi ces rythmes pour les enfants et pour les adultes aussi. Midi 27 sur Sud Radio. Dans un instant, la suite de nos débats de l'été. Mais d'abord, l'actualité, elle est politique. Jean-Marie Brodry, vous nous avez rejoint, journaliste à Sud Radio. Voilà. Bonjour Benjamin. Vous étiez à l'antenne tout à l'heure, le grand matin de Sud Radio. La politique, puisque ces consultations à l'Élysée en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre se poursuivent, elles se concluent aujourd'hui. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont été reçus par Emmanuel Macron. Ils viennent de sortir de leur entretien avec le président de la République. Ils se sont exprimés à l'instant. Que faut-il retenir de ces prises de parole? Eh bien, ils nous ont raconté en substance qu'ils avaient expliqué au président de la République et ils ont donné leur analyse. Je cite Marine Le Pen. Emmanuel Macron a choisi le chaos avec la dissolution et il l'a laissé perdurer jusqu'à la fin de l'été et ce mois de septembre. C'est ce qu'elle dit. Le Rassemblement national sur un ton un petit peu bravache sur l'air de on vous l'avait bien dit lors des élections. Si vous vouliez avoir une majorité stable, il fallait voter Rassemblement national. Que vont faire les députés RN qui disposent du premier groupe à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Eh bien, c'est une promesse. Le Rassemblement national censurera d'une motion de censure tout gouvernement de gauche. Oui, avec ou sans ministre insoumis. Parce que pour Marine Le Pen, de toute façon, je la cite, le nouveau Front populaire est dirigé par la France insoumise parce que dans ce genre de situation, c'est toujours le plus violent, le plus outrancier et le plus excessif qui prend le pouvoir. Et ben voilà qui est dit. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Marie Brodry. On suivra bien sûr la suite de cette journée
éminemment politique avec les vraies voix de Sud Radio. Ce sera à partir de 17h. Dans l'optique, on verra peut-être une prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir. C'est en tout cas ce qui se dit pour clôturer ces consultations ouvertes vendredi en vue de la nomination donc d'un nouveau Premier ministre. Dans un instant, pas de politique au programme, mon cher Maxime. On va dans l'espace. Oui, on va quitter l'Elysée pour aller dans l'espace avec la mission Polaris Dawn. Vous allez voir, c'est passionnant. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Les débats de l'été, midi et demi passé sur Sud Radio, toujours avec vous, Maxime Trouleau. Les débats de l'été, direction l'espace maintenant. Oui, puisque demain, une fusée de SpaceX va permettre à un homme non astronaute de sortir de l'espace. C'est un véritable événement. Et oui, c'est la mission Polaris Dawn, un l'aube polaire. Une sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire que pour la première fois, un non professionnel sortira littéralement dans le vide sidéral, accroché à un câble, rassurez-vous. Jared Isaacman, c'est son nom, il a 41 ans. Il a évidemment beaucoup d'argent, il est milliardaire et il doit faire partie d'une équipe de 4 personnes, tous très aguerris, donc pour cette mission spatiale. Bonjour Stéphane Sébil. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour tout comprendre de cette journée qui s'annonce. Demain, vous êtes le président de la commission astronautique et technique spatiale de la Société astronomique de France. Véritablement, demain, c'est une journée historique qui s'annonce ? Historique, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est une journée importante pour le spatial, oui. Ça sera pas historique, mais ça sera très important. Alors comment ça va se dérouler ce voyage, Stéphane Sébil? Combien cela va durer de temps? Expliquez-nous un petit peu comment tout ça va se passer. Alors la mission est censée durer environ 5 jours. Donc elle va décoller normalement demain matin, heure de Paris, si tout va bien. Et donc ce qui est visé, c'est une altitude d'abord de 1500 km. Donc c'est une altitude qui sera la plus haute jamais atteinte par des hommes depuis les missions Apollo. Donc ça sera le premier objectif. Il faut savoir que la station spatiale est à 500 km environ, 4 à 500 km, donc 1400-1500 km, c'est largement dessus, et ça sera aux limites des ceintures de Van Allen. Donc ça sera une mission qui sera dangereuse à cause des éventuelles radiations. Ça, c'est le premier temps. Ensuite, la capsule va redescendre un peu plus bas et les 2 astronautes vont effectuer donc la première sortie dans l'espace depuis une capsule SpaceX. Donc c'est là que ça devient important parce que ça sera des non-professionnels et puis surtout que ça sera la première sortie extravéhiculaire depuis une capsule Crew Dragon de SpaceX, donc qui va envisager la suite pour la Lune. Alors, donc, à quoi va vraiment servir ce voyage? Est-ce que, je le dis un peu trivialement, mais est-ce que c'est juste le kiff d'un milliardaire qui se dit tiens, j'ai envie de devenir le premier homme non professionnel, non astronaute à sortir dans l'espace? Ou alors ça va un peu plus loin, Stéphane Sébil? Non, ça va plus loin. Il y a d'abord effectivement le fait que il est milliardaire, mais c'est pas son premier vol, c'est son deuxième vol déjà. Il a acheté 4 vols touristiques entre guillemets à SpaceX, donc dans un programme qui a une cohérence et c'est surtout ça va permettre à SpaceX de vérifier certaines théories, de faire des expériences, par exemple une nouvelle combinaison spatiale, le fait de pouvoir ouvrir la capsule et la dépressuriser dans le vide spatial et puis la repressuriser. Ils vont tester également des liaisons par satellite avec Starlink. Ils vont faire pas mal de choses, donc ce n'est pas qu'un kiff, c'est vraiment une mission à part entière mais qui est faite par des privés. Stéphane Sébil, est-ce qu'on sait le coût de cette opération et surtout qui paye? Alors, qui paye ça? Bon, c'est le milliardaire, donc Jared Isaacman, qui a donc lui a payé pour 4 missions. Après, le coût, on ne sait pas exactement le coût. C'est un petit peu, on va dire un petit peu secret. On sait qu'un lancement de Falcon
c'est aux alentours de 50 millions de dollars. Donc le coût doit être supérieur à 50 millions. Donc parce qu'il y a l'entraînement, il faut compter. Et là, ils ont passé 2 ans à s'entraîner. Il y a l'entraînement, le matériel, les combinaisons. Donc ça, c'est un coût qui est très important, mais qui est financé pratiquement intégralement par le milliardaire. Jared Isaacman, justement, en parlons de ce milliardaire. Alors, on en parle parce que souvent, on en parle aussi, on emploie le terme de tourisme spatial. On est loin du touriste, mais est-ce qu'on peut parler quand même de tourisme spatial, étant donné que c'est je le rappelle, non professionnel? Moi, je considère que c'est au-dessus du tourisme spatial, parce que il y a un but, et il y a des objectifs, il y a une mission. Donc c'est pas le simple fait d'aller dans l'espace et de revenir. Demain également doit décoller une capsule Blue Origin avec 6 touristes qui vont monter à une centaine de kilomètres, ils vont rester une dizaine de minutes, puis ils vont redescendre. Ça c'est du tourisme. Tandis que là c'est autre chose que du tourisme, c'est vraiment du comment on pourrait dire, une sorte de un pacte supplémentaire qui est franchi. C'est au-delà du tourisme. Oui. C'est vraiment prendre une prise de risque importante. C'est pas de l'amusement. Justement, est-ce que cela pourrait tout de même, grâce à cette sortie qui va en appeler d'autres, hein, vous le rappeliez, Stéphane Sébil, est-ce que tout de même ça va démocratiser ce genre de sortie spatiale? Est-ce que aujourd'hui c'est une première historique, on pourrait en revoir au-delà des autres qui sont prévus dans les prochains mois? Est-ce qu'on pourrait en revoir et ça deviendrait commun? Commun peut-être pas, mais ça deviendra régulier, je pense. On a plusieurs missions qui sont déjà prévues. Bon, je vous disais que Isaacman a déjà racheté 4 missions, donc il y en a encore 2 autres. Il y a un milliardaire sud-coréen qui a acheté une mission qui va voler normalement d'ici la fin de l'année. Donc ce genre de mission en orbite deviendra plutôt régulier. Pas commun, mais régulier. Par contre, ce qui deviendra très commun, je pense que ça va être les vols suborbitaux avec là où ça consiste à franchir les 100 km comme fait Blue Origin ou Virgin. Est-ce que d'ailleurs toutes ces missions vont être effectuées grâce à SpaceX? On en parle beaucoup de SpaceX. Hein. Est-ce que ça sera toujours grâce à eux qu'on ira dans l'espace ou ils laisseront peut-être la place aux autres? Non, je pense que dans le futur, il y aura de la place aux autres. Il y a différentes startups qui développent des moyens des lanceurs, des capsules. Donc, il n'y aura pas que SpaceX, il y aura une concurrence. J'aimerais qu'on parle aussi ce midi avec vous, Stéphane Sébil, de ce qui se passe aussi dans l'espace, de ces 2 astronautes qui devront être rapatriés, là encore par SpaceX, depuis la Station Spatiale Internationale. Ça sera en février prochain. Ils devaient passer 8 jours dans l'espace. Finalement, ils vont y rester 8 mois. Racontez-nous ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. En fait, la capsule de Boeing, le Starliner, qui a envoyé les 2 astronautes sur l'ISS, qui rencontrent quelques soucis, et par souci de sécurité, peut-être même un excès de sécurité, la NASA a décidé que la capsule rentrerait sans les astronautes et les astronautes rentreraient par un autre moyen. Alors il se trouve que l'autre moyen de les faire revenir, ça sera SpaceX, qui est le concurrent de Boeing. Donc c'est un petit peu ironique, mais c'est plus par un excès de sécurité, parce que la NASA est dirigée actuellement par le directeur de la NASA, est un ancien astronaute, la directrice adjointe est une ancienne astronaute, et le directeur des programmes spatiaux est un ancien astronaute. Ils ont vécu les drames de Challenger de Columbia, donc ils veulent absolument pas prendre de risques, et donc comme il y a un petit problème de propulseur qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils préfèrent les laisser dans la station et puis rentrer avec un autre moyen. Mais
il y a de fortes chances que le Starliner rentre normalement d'ici quelques jours, puisqu'il va se désarmer début septembre, il va rentrer à vide, et puis comme ça, ils pourront étudier le problème. Et je pense pas qu'il y a de gros problèmes avec le Starliner. Et pourquoi 8 mois? Pourquoi faut-il attendre février prochain pour faire atterrir littéralement les 2 astronautes qui resteront pendant tout ce temps dans la station spatiale internationale? Pourquoi 8 mois? Alors, en fait, c'est une sorte de rotation d'équipage. Le prochain équipage qui monte avec un Dragon de SpaceX, il partira que le 24 septembre plus tôt. Donc, il va partir à 2, il devait partir à 4, mais ils seront que 2 pour pouvoir rapatrier les 2 autres astronautes. Et comme c'est des missions de 5 à 6 mois, eh ben, ils vont être obligés de rentrer qu'au mois de février, à la prochaine rotation. Merci beaucoup. Merci Stéphane Sébil d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio de la Société Astronomique de France. Sud Radio, il est bientôt 1h moins le quart. Bon appétit si vous êtes à table. Nous, on poursuit nos débats de l'été avec notre rendez-vous quotidien à propos des Jeux Paralympiques. Ça commence mercredi. Mercredi, la cérémonie d'ouverture. On en parle avec notre consultant qui nous rejoint, Anthony Martins. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Troulot. Vous l'entendez? La petite musique, elle est de retour. Pourquoi? Parce que dans 2 jours, c'est l'ouverture, Maxime, des Jeux Paralympiques, cérémonie d'ouverture, mercredi. Oui, avec une cérémonie d'ouverture un peu particulière. Alors on se souvient, pour les Jeux Olympiques, c'était sur la Seine. Et ben là, ça sera sur la mythique avenue des Champs-Élysées. Ça sera donc mercredi, avant le début des épreuves le lendemain. Bonjour Anthony Martin-Smith. Bonjour. Salut Anthony. Comment ça va? On peut aller voir comment pour débuter la semaine. Ouh là là, bon, ça promet. Ouais. Notre consultant Sud Radio pour ces Jeux Paralympiques. C'est un plaisir de vous accueillir chaque matin à cette heure-là, 12h45. Alors, on va parler d'une nouvelle épreuve au programme de ces Jeux Paralympiques. En tout cas, une épreuve dont on ne vous a pas encore parlé. Donc, mais avant cela, mon cher Anthony Martin-Smith, une question qui se pose. Emmanuel Macron, qui doit nommer un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Il y avait une trêve olympique. A priori, pas de trêve paralympique. Écoutez ce qu'en disait le président de la République le 23 juillet dernier. Ensuite. Donc elle n'est que olympique, elle n'est pas paralympique, la trêve, monsieur le président. Écoutez, je n'entrerai pas dans ces détails. D'abord parce que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est un tout et c'est aussi important pour nous. Vous l'avez entendu, Anthony, Emmanuel Macron, ça c'était fin juillet, trêve olympique respectée, a priori, pas pour la trêve paralympique, il n'y en aura pas. Ça vous met en colère. Vous l'entendez cette mélodie? Vous l'entendez cette chanson qu'on nous entonne depuis la fin des Jeux Olympiques? C'est fini, la fête est finie. Cette nostalgie que les gens ressentent. Et puis finalement, en fait, les Jeux Paralympiques arrivent, puis la fête va reprendre. Mais c'est une fête pansement. Oui, ça me met en colère. Et puis quand vous avez le président de la République qui vous dit les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques sont un tout, il est où ce tout? Parce que en ce moment, oui, la lumière, elle était prévue pour aller sur les athlètes, elle était prévue pour cette fête que les Français veulent, que les Français ont besoin, dont les Français ont besoin. Dans un climat social dégradé, dans un climat politique dégradé. On le sait, on le voit depuis cette dissolution à l'Assemblée nationale et cette morosité que qui commence à remonter là doucement. Oui, moi ça m'agace profondément. Laissez-nous faire la fête, bordel. On vous demande juste 12 jours. C'est pas la peine de nommer un Premier ministre la veille de l'ouverture des Jeux Paralympiques. Il n'aura pas de gouvernement de toute façon pour travailler. Donc que vous le fassiez maintenant ou que vous le fassiez dans 14 jours, une fois que les Jeux seront terminés et derrière nous, ça ne changera strictement rien. Donc foutez-nous la paix, retournez, profitez, faites comme nous autres. On va aimer ces Jeux. Et ne détournons pas l'attention de nos Français parce que ils ont besoin de ça. Et bien sûr, Sud Radio sera au rendez-vous. On va vous faire vivre tout au long de ces épreuves, ces Jeux paralympiques. D'ailleurs, allez, on se concentre après ce coup de gueule. Il était important. Anthony, on se concentre. Voilà, vous êtes soulagé. Oui, non, mais c'est important de dire les choses. Aussi, Sud Radio, parlons. Ouais, voilà, c'est aussi le slogan de Sud Radio. Vous autres auditeurs, si vous aussi ça vous met en colère, que vous avez envie de profiter de ces Jeux et que ça vous énerve de voir ces politiques qui défilent à l'Élysée, tout ça pour essayer de prendre une place qui n'est pas la leur aujourd'hui. Ils reviendront et ils sont là toute l'année.
Purée, laissez-nous cette parenthèse, quoi. Allez, justement, place au sport, Maxime, avec un nouveau sport qu'on va évoquer ce matin sur Sud Radio pour ces Jeux paralympiques. On va parler de foot et plus exactement, Anthony, de cécifoot. Racontez-nous comment ça marche, quelles sont les règles, en quoi cela consiste. Le cécifoot, ça naît dans les années 50. Le Brésil et l'Argentine sont un peu aux manettes, comme quoi sont bel et bien des pays de football. Le cécifoot, finalement, blind football en anglais, c'est du foot quasiment en salle. En tout cas, c'est comme ça que ça se pratique. C'est sur un terrain de dimension terrain de hand, 20 par 40 mètres. Vous avez 4 déficients visuels par équipe et un gardien voyant. Les déficients visuels sont tous les yeux bandés, qu'ils soient malvoyants ou non-voyants, pour garantir l'égalité. Et le gardien est voyant. Le cécifoot est arrivé en France en 1987, importé par un non-voyant qui a été ensuite capitaine de l'équipe de France, Julien Zelela. Et aujourd'hui, on a quelques espoirs. Mais tout d'abord, je voudrais juste vous faire écouter un son. Celui-ci. Alors, à votre avis, messieurs, c'est quoi? On dirait presque un bâton de pluie. Ouais, c'est le bruit qu'il y a justement que fait le ballon pour le repérer. Oui, tout à fait. C'est pas Olaf qui marche dans la neige, c'est bien le ballon sonore qui est utilisé dans le cécifoot. Le ballon est rempli de billes et c'est ce qui permet de le faire teinter lorsqu'il est frappé par les joueurs et d'être entendu par l'équipe qui doit l'avoir et l'équipe qui doit le jouer. Et on a un petit mot qui est utilisé par le cécifoot. Je vous propose également d'écouter une ambiance de match. Voyez, écoutez ça. Oui. 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 Voilà, en fait, quand vous entendez voy, ça veut dire en espagnol je viens. Et ça signale à celui qui a le ballon que quelqu'un s'approche de lui. Donc c'est celui qui s'approche qui dit voy en l'occurrence pour lui dire attention, je suis à côté de toi. Donc ça va éviter la collision. Le gardien, je le disais, est voyant et il permet d'avoir une lecture pour les déficients visuels justement du terrain, du jeu et donc de placer ses coéquipiers non-voyants sur la bonne partie du terrain finalement. Alors on se rend pas bien compte, vous disiez que donc le gardien est voyant, c'est ça? Mais mine de rien, le niveau, il suffit de regarder les vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, le niveau est assez impressionnant et même avec un gardien voyant, les athlètes non voyants arrivent à mettre des buts et c'est assez prodigieux. Ouais, ça c'est quelque chose que je ne m'explique toujours pas, mon cher Maxime, je vous le dirais. Il y a un niveau assez impressionnant, même l'équipe de France 98 avait fait un match contre l'équipe de France paralympique et ils avaient perdu. Bien fait pour Il y a un sacré niveau. On a aussi des espoirs de médailles. C'est ce que j'allais vous dire justement, Anthony. La France, ça donne quoi? On a eu en foot normal, j'allais dire, nos petits bleuets qui ont reçu la médaille d'argent avec l'équipe de Thierry Henry aux Jeux Olympiques. Ça va donner quoi pour les Paralympiques? Écoutez, ils sont 6e mondiaux, donc il y a quand même des chances qu'ils arrivent à se surpasser, surtout à la maison avec un stade mythique qui est celui le stade de la Tour Eiffel, un stade éphémère de plus de 12 000 places, où j'espère que la ferveur nationale va leur donner des ailes et les emmener en tout cas le plus loin possible dans cette compétition. On a des athlètes aussi qui ont un parcours de haut niveau assez incroyable, à commencer par le capitaine de l'équipe de France, Frédéric Villeroux, qui lui est là depuis quasiment les Jeux d'Athènes. En 2004. Puis vous avez Hakim Areski qui lui du Bondy Cécifoot Club qui est un bon athlète en tout cas qui est régulièrement en sélection et un sacré niveau. Vous avez aussi Fabrice Morgado qui lui a carrément développé le premier terrain fixe de cécifoot parce qu'il faut comprendre que le cécifoot a besoin d'une installation particulière, un terrain fixe pour pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions possibles. Avec une pelouse particulière pour qu'on puisse mieux entendre justement les mouvements, les déplacements de chaque joueur. De ce que j'ai compris aussi, ça joue. Oui, effectivement, ils ont le terrain qui est déjà en taille réduite, je le disais, et avec un revêtement au sol qui lui aussi est adapté pour que le ballon puisse à la fois rebondir mais pas trop et puis est teinté suffisamment pour qu'on puisse le localiser à l'oreille. Et on
l'entendez dans le son qu'on a diffusé tout à l'heure. Juste en termes de dimension, un terrain de CC Foot, c'est quoi pour que les auditeurs se comprennent? 20 par 40 mètres, donc il faut se visualiser un terrain de handball. De handball, voilà. Ouais. Les favoris, alors la France qui peut rêver d'une médaille, les favoris ça reste quoi? Les Sud-Américains, le Brésil et l'Argentine, vous en avez parlé? Bah oui. Ouais. Forcément, 98, ce match entre l'équipe de France de CC Foot et puis l'équipe de France 98, ça veut dire que déjà à ce moment-là, on avait un investissement assez important de la fédération de football sur le CC Foot, c'est pas nouveau? Alors, la fédération football, de fédération française de football, la FFF, n'a pas la charge du développement du CC Foot, mais il y a des partenariats qui se créent entre elle et la fédération française handisport, qui elle a la charge du développement de ce sport, de la pratique en France et puis de la participation aux Jeux paralympiques. Donc les partenariats sont historiques, évidemment, mais c'est sûr que ça demande quand même une certaine adaptation et qui demande une technicité que toutes les fédérations, parce que c'est aussi le cas d'autres fédérations, ne sont pas toutes prêtes et dimensionnées pour pouvoir accueillir des sports particuliers comme celui-ci. Et nous en verrons d'autres d'ailleurs cette semaine, des sports particuliers, même propres aux Jeux paralympiques. Avec demain, justement, vous allez nous présenter un petit peu des sports inconnus, du grand public pour ces Jeux paralympiques. Ce sera donc demain à peu près à cette heure-là, 12h45. Merci beaucoup, Anthony Martin-Smith, donc notre consultant Sud Radio pour ces Jeux paralympiques qui débutent, ça y est, mercredi, la cérémonie d'ouverture. Et puis dans la foulée, dès jeudi, le début des épreuves. Passez une très belle journée sur Sud Radio. Dans un instant, Maxime. Eh bien, nous retrouvons Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Jacques qui recevait Alain Boublil. Passez une très belle journée avec Sud Radio. Maxime, on vous retrouve demain midi. Et moi, je vous dis, à demain à partir de 10h. Voilà, un petit peu avant. Belle journée avec Sud Radio. Et plus matinée.